Now is the mighty hour come. La troisième saison des Anneaux de Pouvoir approche à grands pas. Amazon Studios a dévoilé une bande-annonce lors du Comic-Con, accompagnée d'une série d'autres infos concernant cette saison. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. La bande-annonce regorge d'indices et d'aperçus sur la suite des événements d'une saison qui, selon le showrunner, sera plus sombre et plus dangereuse. Il a même ajouté « Personne n'est à l'abri ». Après 2 saisons consacrées à l'élaboration de l'univers, la série d'Amazon Studios sur la Terre du Milieu s'apprête à passer à la vitesse supérieure. La bande-annonce en apporte la preuve éclatante, qu'il s'agisse des gigantesques Mumakil, de la construction de Barad-dûr ou même de ce plan final glaçant montrant l'anneau unique. De nombreux autres détails plus subtils se sont également glissés ici et là. Voici notre analyse de la bande-annonce. Celeborn est l'un des nouveaux personnages que l'on verra beaucoup cette saison. Dans l'œuvre originale, Galadriel est avec son époux depuis fort longtemps. Son introduction dans la série est donc devenue indispensable après 2 saisons entières où il était aux abonnés absents. Dans la bande-annonce, on voit le couple danser, s'enlacer, discuter et faire des projets. On les aperçoit également en train de s'embrasser avec passion. S'ils restent entièrement habillés, la scène est horrible, ce qui pourrait annoncer l'arrivée d'un autre personnage attendu de longue date, leur fille, Celebrian. Tout comme Celeborn, Celebrian est censée être déjà présente dans l'histoire. Née au début du Deuxième Âge, elle est destinée à devenir l'épouse de Elrond. C'est d'ailleurs ce qui rend le baiser échangé entre Elrond et Galadriel dans la saison 2 particulièrement étrange. En l'état, la série doit faire en sorte que Celebrian soit conçue, qu'elle naisse et qu'elle grandisse très rapidement, si elle doit finir avec Elrond avant la conclusion de l'histoire à la fin de la saison 5. Cela dit, le teaser nous a peut-être offert un bref aperçu, indirect et tout public de l'introduction de Celebrian. La série regorge de créatures effrayantes. Nous avons déjà vu des monstres marins, des créatures des marais et une foule d'êtres terrestres terrifiants, notamment des trolls, des orques, des araignées géantes et même un balrog. En revanche, les monstres aériens se font rares. Les seuls aperçus jusqu'ici n'apparaissent que brièvement au début de la saison 1, lorsque Galadriel raconte comment les elfes ont quitté les terres immortelles pour rejoindre la Terre du Milieu et faire la guerre à Morgoth. On y voit un plan rapide d'aigle combattant une créature dans le ciel. En y regardant de plus près, il est évident qu'il ne s'agit pas de dragon. Au contraire, il ressemble énormément aux créatures ailées que chevauchent les Nazgûl dans les films de Peter Jackson. Or, la bande-annonce de la saison 3 met en scène ces mêmes horreurs aux longs coups et aux ailes de chauve-souris, et il est clair que nous allons cette fois les voir de très près. Ces créatures apparaissent brièvement à 2 reprises dans la bande-annonce. On en voit une de couleur claire descendre en rampant le long d'un bâtiment. Mais juste avant, un plan nous montre l'une d'elles traversant le ciel, sa silhouette passant sur la lune, le tout accompagné d'un cri glaçant. Ce plan, en particulier, évoque une scène du livre La Communauté de l'Anneau, où le groupe éponyme rencontre pour la première fois les spectres de l'anneau volant. C'est un bel hommage alors que les Nazgûl et leur monture ailée s'apprêtent à jouer un rôle majeur cette saison. Lorsqu'une bande-annonce montre un élément une seule fois, il est facile de mal interpréter les choses, mais quand on le voit 2 fois, c'est un signe. Le signe que nous percevons ici est que les elfes du Lindon et les hommes de Númenor sont sur le point de s'allier, et cela promet d'être spectaculaire. Quels sont les petits détails qui transmettent ce message ? De brèves séquences mettent en scène le haut roi des elfes, Gil-galad, et le souverain usurpateur de Númenor, Pharazôn. La première scène montre les 2 personnages traversant un couloir somptueux au sein de ce qui semble être un palais ou un édifice de Númenor. La seconde scène les montre en gros plan, cadrage au niveau des épaules, vêtus de leur armure complète. Si nous ignorons la nature exacte de la situation avant la sortie de la série en novembre, l'œuvre originale fournit quelques indices contextuel. Tout d'abord, dans le livre Contes et légendes inachevées, il est fait mention d'une histoire où Gil-galad sollicite l'aide du roi de Númenor par message. À ce stade, il ne s'agit pas de Pharazôn, et Gil-galad ne se rend pas personnellement à Númenor, mais l'interaction a bien lieu. Plus tard, au cours du Second Âge, Gil-galad fait de nouveau appel à Númenor, à 2 reprises, une fois sur demande express et une autre fois spontanément. Númenor dépêche des armées massives en Terre du Milieu pour combattre Sauron. La série a modifié la chronologie de Tolkien sur bien des points, notamment par le biais d'une compression temporelle. Il est possible que nous assistions ici à un aperçu en 2 temps de la manière dont les showrunners comptent condenser tous ces événements en une unique demande suivie d'une réponse entre les 2 royaumes.
Peu avant la sortie de la bande-annonce, Amazon Studios a annoncé que les Spectres de l'Anneau feraient leur apparition dans la saison 3. Le studio a notamment mentionné Camul, un spectre qui sera incarné par l'acteur Zubin Varla. Camul est le seul Nazgûl nommé dans l'œuvre canon de Tolkien, bien qu'il ne soit pas le plus célèbre des 9. Ce titre revient au Roi Sorcier, un personnage sans nom qui figure parmi les serviteurs les plus redoutés de Sauron et qui est vaincu au combat par Éowyn. À l'heure où nous faisons cette vidéo, l'identité du Roi Sorcier n'a pas encore été révélée. Ou peut-être que si. Voici ce qu'il en est. Juste avant la première minute de la bande-annonce, on aperçoit l'un des Nazgûl dégainant son épée. Ensuite, on en voit deux de dos, côte à côte, faisant face à Durin et à ses gardes nains. La scène rappelle étrangement le moment où Frodon, Sam, Merry et Pipin affrontent les 5 Nazgûl dans la communauté de l'anneau. Même la manière dont le serviteur noir tire son épée évoque celle dont le Roi Sorcier dégaine sa dague maléfique avant de poignarder Frodon. S'agit-il d'un clin d'œil à la scène culte du Seigneur des Anneaux? Cela signifie-t-il que nous avons bel et bien aperçu le Roi Sorcier en personne? Quoi qu'il en soit, cet hommage constitue un nouveau clin d'œil sympathique à la trilogie de Peter Jackson. Selon Tolkien, Sauron remet 9 anneaux de pouvoir à des rois mortels. Certains viennent de Núménor, au moins un de Rhûn, et d'autres proviennent vraisemblablement de diverses autres contrées de la Terre du Milieu. Pour ces rois, l'attrait de cet arrangement réside dans le pouvoir et la richesse. Sauron honore sa part du marché, car chacun des 9 rois voit sa puissance et son prestige s'accroître grâce à ses pactes avec le Mordor. Tout comme l'anneau unique, les 9 corrodent peu à peu l'âme de leurs détenteurs, les plaçant toujours davantage sous l'emprise de Sauron. Au terme de ce processus, les porteurs des anneaux de pouvoir de Sauron ne sont plus guère que des esprits éthérés, dépourvus de volonté propre et entièrement soumis au maître qui arbore l'anneau unique. Le terme Nazgûl se traduit par spectre de l'anneau, une appellation qui reflète l'apparence spectrale des porteurs et leur existence incorporelle, à mi-chemin entre la vie et la mort. À l'époque où se déroule la saison 3 des Anneaux de pouvoir, les 9 rois jouissent encore des bienfaits des anneaux ou n'en sont qu'au premier stade de leur basculement vers les ténèbres. Ils n'ont pas encore transcendé la condition mortelle. Le terme de spectre ne s'applique donc pas vraiment, ce qui rendrait l'usage du mot Nazgûl quelque peu prématuré. Comme l'explique le showrunner, l'expression Nazg Nagol signifie serviteur de l'anneau, ce qui décrit plus fidèlement le stade actuel de la déchéance de chacun des 9. Dans la saison 3, ils sont certes alliés à Sauron, mais ils demeurent des individus bien vivants, dotés de leur propre personnalité. Nazg Nagol n'est pas un terme que Tolkien a lui-même employé. Avant que ces rois ne deviennent véritablement des spectres, ils étaient simplement considérés comme des alliés du Mordor, sans nom spécifique pour désigner leur groupe de 9. Ce nouveau terme a toutefois une certaine logique. Les antagonistes de la Terre du Milieu affectionnaient les changements de nom, comme en témoignent les exemples de Melkor et Méron. Il semblerait que la série s'apprête à livrer un récit des origines des Nazgûl, plus détaillé encore que celui proposé par Tolkien. D'ici la fin de la 3e saison, il est même possible que certains Nazgûl en devenir aient terminé leur période d'essai pour devenir des Nazgûl à part entière, arborant des visages et des voix rappelant ce qu'on a vu dans les films. Elendil, son fils Isildur et sa fille Éarienne sont désormais bien identifiables après 2 saisons à l'écran. Cela dit, la bande-annonce contient quelques scènes où Elendil et Éarienne apparaissent aux côtés d'une personne qui ne semble pas être Isildur. La première survient à mi-parcours, on y voit un individu en armure se tenir près d'Elendil face à une armée. La seconde, 2 personnes sont à cheval, si l'une d'elles semble être Éarienne, l'autre est difficile à distinguer. Ces scènes sont brèves, mais il est fort possible que l'individu figurant dans les 2 scènes soit Anarion, l'autre fils d'Elendil. Cette hypothèse est d'autant plus crédible qu'Amazon Studios a annoncé qu'Andrew Richardson incarnerait Anarion dans la saison à venir. Anarion joue un rôle crucial dans la fondation du Gondor et dans les conflits qui mènent à la mort de son père et à l'instant où son frère tranche la main de Sauron pour s'emparer de l'anneau unique. Il est réjouissant de savoir qu'il va enfin faire son entrée dans l'histoire. Le marteau de Fëanor a été associé à des travaux d'orfèvrerie majeurs dans l'histoire de la série. Nous précisons les anneaux de pouvoir, car bien que le personnage de Fëanor soit important dans le légendaire de Tolkien et qu'il ait sans aucun doute possédé un marteau, l'auteur n'en fait pas mention. En revanche, la série présente cet outil comme un élément clé du processus de création magique. Celebrimbor et Sauron l'utilisent pour forger les anneaux de pouvoir. Si vous avez bien observé la fin de la bande-annonce, le marteau réapparaît dans la saison 3, cette fois pour sa tâche la plus importante à ce jour, forger l'anneau unique, celui qui les gouvernera tous, dans les flammes de la montagne du destin. Tolkien livre peu de détails sur la manière dont l'anneau unique est forgé. Cela laisse une certaine marge de manœuvre pour des libertés créatives dans le récit des showrunners. Et il semble en profiter pour lier le processus de fabrication de l'anneau à bien plus qu'au simple savoir de Sauron ou à la chaleur intense d'un volcan en activité. Sauron considère manifestement l'outil du plus grand forgeron elfe comme indispensable à la réalisation de son œuvre maîtresse. Un anneau magique lisse et dépouillé lui permettant de projeter sa puissance et de dominer la volonté d'autrui à travers la Terre du Milieu.
Amazon Studios a dévoilé de nombreuses informations sur la saison 3 lors du Comic-Con de San Diego. Au milieu d'une avalanche de noms d'acteurs et de nouveaux personnages, une annonce marquante a retenu l'attention. L'arrivée de Simon Pegg, qui prêtera sa voix à un personnage de la série. Alors, lequel, me direz-vous? Et moi je vous répondrai, le Balrog en personne. Le fléau de Durin a marqué les esprits dans la communauté de l'anneau, où il a fait parler le feu et le fouet lors de son affrontement contre Gandalf sur le pont de Khazad-dûm. Le Balrog est brièvement réapparu au début des 2 tours, mais il n'a guère été revu à l'écran au cours du quart du siècle qui a suivi. Du moins, jusqu'à la série. La série a fait intervenir le Balrog un court instant lors de la saison 1, au moment où la bête s'est réveillée de sa torpeur. Dans la saison 2, il est sorti de sa cachette et a tué le roi Durin III, au combat avant la fin de la saison. Durant tout ce temps, le démon de feu n'a jamais prononcé un mot. Cela changera avec l'arrivée de la saison 3 en novembre. Alors une question qui vient naturellement après l'annonce du casting pour un Balrog est la suivante. Le Balrog parle-t-il dans l'œuvre originale? On peut affirmer sans hésiter que les Balrogs ne parlent pas. En fait, d'après nos recherches, il n'existe aucun moment documenté où un Balrog prononce des paroles dans les parties principales du légendaire de Tolkien. Toutefois, cela ne signifie pas un non catégorique. Cela implique simplement que Tolkien ne leur a jamais prêté de réplique écrite. Savez-vous qui d'autre ne possède pas de réplique écrite dans l'œuvre originale? Elendil. Cela ne signifie pas pour autant que le personnage incarné par Lloyd Owen ne doit pas parler. Il existe aussi des exemples comme Smaug et Glorung, des dragons dotés d'esprits démoniaques capables de parler et qui le font régulièrement. Une chose est sûre, à la lecture des écrits de Tolkien, les Balrogs ne sont pas stupides, ce ne sont pas des animaux. Le Silmarillion souligne l'existence de nombreux personnages tels que Morgoth et Sauron qui ont basculé dans le mal. À leur sujet, le livre précise, redoutables parmi ces esprits étaient les Valar Okar, les fléaux de feu que l'on appelle en terre du milieu, les Balrogs, démons de terreur. En d'autres termes, nous avons affaire à des êtres démoniaques d'une grande intelligence, qui sont essentiellement les pères de Sauron. Ils ont simplement emprunté une voie différente en adoptant une forme physique, absolument terrifiante. Ils incarnent la force brute et constituent les hommes de main du Seigneur des Ténèbres originel, Morgoth, mais ils sont aussi intelligents. Dans le Silmarillion, ils agissent en tant que capitaines et généraux, guidant des armées et prenant des décisions stratégiques. Ainsi, même si ce n'est pas explicitement indiqué, il est tout à fait raisonnable de supposer que les Balrogs sont capables de parler, puisqu'ils servent leur maître Morgoth et commandent à leur tour leurs propres troupes. Une bien belle bande-annonce, alors bien sûr je n'ai pas évoqué Gandalf, mais bon il ne fait quasiment rien, il fait du Gandalf. Quel est ton niveau de hype? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.